Le 1er octobre 2025, la salle de marbre des Nations Unies a retenu son souffle, comme avant un orage, lorsqu'un jeune président s'est levé face au cénacle financier. 2 chiffres s'entrechoquaient, déjà, des milliards inscrits sur des bilans, et une dignité qu'aucune colonne ne comptabilise, comme si l'arithmétique pouvait solder l'histoire et la fierté d'un continent. Pourquoi ces colonnes devraient-elles encore gouverner vos vies quand Ibrahim Traoré affirme, face caméra, que l'Afrique ne doit rien? À cet instant précis, tout semblait possible ou fragile, et chaque respiration devenait un pari mesuré sur l'avenir. Permettez-moi de vous promettre ceci dans cet éditorial. Montrer ce qui change quand les chiffres rencontrent la dignité, et ce que cela coûte, concrètement, aux vies ordinaires, mesurables, proches et vérifiables aujourd'hui. Voyons le bénéfice pour vous, comprendre vite les enjeux et agir lucidement. Le récit suivra une règle claire: séparer le bruit des signaux, mettre en regard des faits vérifiables et des conséquences palpables, afin d'éviter l'héroïsation facile comme la diabolisation réflexe. Le pari est élevé, car la scène est mondiale, et les répercussions locales, prix, salaires, subventions, hôpitaux, carburant. Mais la méthode restera sobre: dire ce qui s'est passé, ce que cela signifie, puis ce qui pourrait suivre selon 3 trajectoires distinctes, sans prophétie, avec des jalons contrôlables par chacun. Au bout du fil narratif, vous saurez où poser votre attention demain matin et pourquoi. Et si nous manquons la cible, vous reconnaîtrez au moins les angles trompeurs qui brouillent le débat. Preuve utile pour avancer malgré le vacarme ambiant. Car derrière les slogans, des chiffres précis racontent une autre histoire. Voici une petite révélation. Ce qui a semblé une tirade symbolique a déclenché dans les couloirs des pourparlers sur des termes nouveaux avec les bailleurs. Et une autre petite révélation. À 10h17, selon un carnet de séance, 3 délégations ouest-africaines échangeaient déjà un projet de déclaration conjointe. À New York, le 1er octobre 2025, la session dédiée à la restructuration devait être routinière. Pourtant, la salle a basculé lorsque la phrase « choc » a retenti, et Ibrahim Traoré a cadré la discussion sur l'honneur plus que sur les lignes comptables. Le contraste est ancien. D'un côté, des ratios connus, dette, PIB, coût de service, droit de tirage. De l'autre, des vies ordinaires qui encaissent les effets concrets quand les taux bougent. Pour mieux situer le contexte, le Sahel traverse une décennie de pression combinée, sécurité, climat, prix, et chaque point de pourcentage sur le financement se répercute en semences, salaires, stocks médicaux. C'est ici que la scène dépasse le verbalisme. Le fait politique épouse le fait matériel. Une déclaration sur la dignité contraint, ensuite à trouver des céréales, à stabiliser une monnaie, à payer du carburant sans briser les filets sociaux. Dans cette perspective, la posture de défi devient un calcul. Accepter un risque de contraction pour gagner une marge d'autonomie ou maintenir le flux de crédit au prix d'une tutelle ressentie. Le souvenir de Thomas Sankara plane, mais l'époque a changé. Chaîne d'approvisionnement fragile, marché nerveux, interdépendance serrée. D'où l'intérêt de reconstituer la chaîne causalité immédiate. Un message, une onde, des anticipations, puis des réponses institutionnelles. Dans les minutes qui ont suivi, l'onde a gagné écran, radio, réseau, donnant forme à des frustrations déjà latentes partout. Ce point est crucial pour la suite. L'énergie sociale précède souvent l'architecture financière, mais elle ne la remplace pas. Elle la force à s'adapter. En bref, la gravité du propos n'abolit pas l'arithmétique. Elle l'oblige à se ranger derrière une boussole. Que financer? Pour qui? Et à quel prix? Le témoin principal de cette séquence n'est pas un diplomate, mais un technicien burkinabé affecté au service économique de la délégation, resté silencieux pendant tout le discours.
Il note seulement, entre deux battements d'applaudissements, que Ibrahim Traoré n'a pas lu ses notes. Il les a laissées repliées, comme pour signifier que les chiffres importaient moins que la vérité du moment. Cette posture, à elle seule, a déplacé le centre de gravité, d'un discours calibré vers un acte d'autorité. Sur les écrans africains, la phrase « L'Afrique ne te doit rien » s'est transformée en code visuel, peinture murale, bannière de marché, profil numérique. Dans les 48 heures, les services de presse régionaux ont compté plus de 2000 occurrences du slogan dans les titres locaux, record inédit pour une intervention du Sahel. Ce petit agent anonyme devient notre guide. Il incarne le regard intérieur, celui qui comprend qu'un mot lancé à New York peut peser sur la balance du mil au Burkina ou du riz au Ghana. L'impact immédiat se mesure à la tension des marchés, mais aussi à la légèreté d'un peuple qui, pour la première fois, entend sa propre voix dans le vacarme mondial. La dignité, notion abstraite, a trouvé un relais concret, les conversations quotidiennes. Une marchande, un enseignant, un soldat répètent la même phrase avec des inflexions différentes. Preuve qu'un symbole politique devient réalité lorsqu'il entre dans la syntaxe populaire. Ce n'est pas la rhétorique qui change le monde, c'est la manière dont les gens se l'approprient. Tout a commencé par une étincelle, une phrase isolée au sein d'une séance supposée technique. Puis, en quelques minutes, les réactions se sont enchaînées comme une ligne de poudre sur un sol sec. Avant midi, les agences africaines publiaient les extraits vidéo. À 13h, les premières émissions de radio débattaient donc déjà du moment Traoré. La chronologie se déploie alors en 3 temps. Voyons d'abord comment l'activation se produit ainsi. Entre 10h17 et 12h30, les couloirs de l'ONU bruissent. Ouest. Les délégués du Mali et du Niger changent des notes. Le Ghana se montre prudent. Dans les capitales, les ministres des Finances reçoivent les transcriptions avant même la fin de la séance. Les réseaux sociaux explosent. 100 000 mentions en 6 heures. Un record pour un discours d'un pays enclavé. Les mots d'Ibrahim Traoré deviennent une donnée mesurable. Propagation en temps réel, traduction simultanée, diffusion radio-télévisée. Ensuite, le climax arrive. Vers 18h, les journaux de Bamako et Conakry ouvrent sur la même photo. Un poing levé devant le logo du FMI. Les applaudissements filmés deviennent icônes. La phrase clé s'inscrit sur des murs, des bus, des t-shirts. Les universités improvisent des débats nocturnes. Dans la rue, les tambours se mêlent aux slogans. La rumeur d'un front commun contre les conditionnalités économiques prend forme. L'énergie collective dépasse la prudence diplomatique. C'est le point de bascule, celui où un symbole devient mouvement. Enfin, la rémanence persiste. Les jours suivants, la tension redescend, mais la trace demeure. Les investisseurs européens révisent leurs indices de risque. Certains fonds suspendent leur décaissement. Les analystes parlent de effet Sahel. À Ouagadougou, le ministère prépare un plan d'urgence pour sécuriser l'importation de blé. Les radios communautaires diffusent des capsules expliquant la différence entre dette nominale et dette réelle. L'onde de choc se traduit par un apprentissage collectif. Comprendre la mécanique financière devient acte civique. Ce qui, au départ, semblait un geste solitaire, se transforme en pédagogie politique à grande échelle. Quand la poussière retombe, le continent a gagné quelque chose d'immatériel, une grammaire de résistance. Et, au centre, un homme dont la voix résonne comme un métronome moral. Le discours ne se résume pas à des émotions. Il s'appuie sur des chiffres précis, extraits des bases publiques du FMI et de la Banque mondiale. Regardons le premier chiffre ainsi. Le ratio moyen dette-PIB en Afrique subsaharienne dépasse 60%. Cela signifie qu'une croissance annuelle de 4% ne suffit plus à stabiliser la dette. Chaque point supplémentaire de taux d'intérêt absorbe les marges budgétaires destinées à la santé et à l'éducation. Voyons le deuxième chiffre de cette manière. En 2022, le Ghana a négocié un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars.
Sur ces fonds, plus de 2,7 milliards sont retournés sous forme de remboursement et de droits de tirage, laissant moins de 10% réellement injectés dans l'économie locale. Résultat, infrastructures gelées et emplois reportés. Observons le troisième chiffre comme suit. Selon la Banque centrale du Burkina Faso, les exportations d'or brut représentaient 92% de la valeur totale en 2024. Mais moins de 15% des recettes étaient recyclées dans l'industrie locale. Le reste échappait par optimisation fiscale internationale. Ces données expliquent la colère que Ibrahim Traoré a mise en mots. Un déséquilibre arithmétique qui se traduit en injustice quotidienne. D'un point de vue comparatif, la zone OCDE soutient ces industries à hauteur de 12% du PIB, tandis que le Sahel n'en dépasse pas 2. Chaque écart d'un point signifie des milliers de bourses scolaires perdues, des centaines de forages non financés. La preuve est c'est quantifiable. Le coût de la dépendance se mesure en mois de vie. Mais au-delà des pourcentages, le problème est structurel. Le flux des intérêts remonte au nord, tandis que les conséquences restent au sud. Les experts appellent cela l'effet ciseau. Quand les revenus baissent, pendant que le service de la dette grimpe. L'analyse de ces trois indicateurs offre le socle factualisé du débat sur la dignité. Une question morale adossée à des données mesurables. Et ce socle donne du poids aux prochaines étapes. Quand les choix devront se faire entre rigueur budgétaire et souveraineté économique. Le discours d'Ibrahim Traoré n'a pas convaincu tout le monde. Deux arguments majeurs s'opposent dans les milieux économiques. L'un redoute le chaos financier, l'autre réclame une refondation des règles. Considérons le premier argument, celui de la discipline budgétaire. Les partisans du FMI rappellent que sans presse concessionnelle, nombre d'États seraient insolvables en quelques semaines. Ils soulignent que les programmes d'ajustement ont permis au Ghana ou au Bénin de contenir l'inflation sous 7% en 2024. Rompre ces cadres reviendrait, selon eux, à courir vers la banqueroute. Les créanciers se retireraient, les devises s'effondreraient. Ils invoquent la logique des chiffres. Pour stabiliser une économie, il faut la confiance des marchés. Examinons le deuxième argument, celui de la dignité souveraine. Les réformateurs estiment au contraire que la confiance ne se décrète pas depuis Washington, mais se construit localement. Une monnaie arrimée à la peur des sanctions reste fragile. Une politique publique fondée sur la production et la transparence génère sa propre crédibilité. Il cite les réussites partielles du Rwanda ou de l'Éthiopie, qui ont redéfini leurs priorités sans rupture totale, mais avec contrôle du calendrier. La soutenabilité devient alors une notion endogène. Équilibrer les comptes tout en gardant la main sur la trajectoire. Entre ces pôles, la réalité politique est grise. Ni rupture brutale, ni soumission mécanique. La marge d'action dépend de la cohésion interne. C'est pourquoi Traoré parle autant de morale que d'économie. Il veut restaurer la cohérence d'un contrat social avant de négocier la technique. Ses adversaires le disent naïf, ses partisans visionnaires. Mais les faits rappellent une évidence. Chaque plan d'austérité réduit le service public avant de réduire la dette, et chaque concession retarde la confiance qu'elle prétend inspirer. L'argumentation adverse n'est donc pas rejetée, elle est replacée dans son contexte. Reconnaître la validité des chiffres sans s'y enfermer, voilà l'exercice d'équilibriste que le Burkina Faso tente aujourd'hui. L'étincelle est devenue stratégie. En moins d'une semaine, la phrase manifeste a franchi le stade de la colère pour entrer dans celui de la coordination. Les conseillers du Niger et du Mali ont contacté leurs homologues burkinabés. Une réunion officieuse a lieu à Niamey pour étudier un mécanisme de négociation commune. Cette évolution surprend, le discours n'était pas un plan, il a produit un plan. Dans la chronologie, c'est le point médian. Le symbole se mue en architecture. Ibrahim Traoré devient non plus seulement orateur, mais pivot d'un front africain. L'idée circule de créer un fonds de souveraineté alimenté par les revenus miniers et agricoles, afin de desserrer l'étau du crédit international.
Les chancelleries s'inquiètent. Les marchés ajustent leurs courbes. Mais sur les places de Ouagadougou, l'humeur est à la cohérence. Si le mot dignité a un prix, autant le payer ensemble. La dynamique collective remplace la ferveur initiale. L'Afrique, souvent décrite comme fragmentée, expérimente soudain l'unisson. Et le silence persistant du FMI agit comme un vide qui confirme la portée du défi. Les conséquences se déclinent déjà sur 4 terrains, concrets et mesurables. Voyons premièrement, au niveau national, la Banque centrale anticipe un ralentissement de 1,8 points du PIB si les subventions étrangères se contractent. Pour amortir le choc, le gouvernement oriente les fonds souverains vers l'agriculture vivrière. Objectif, plus 15% de production céréalière en 2 ans. Les marchés locaux répondent positivement. Les prix se stabilisent après une brève flambée. Deuxièmement, dans le domaine diplomatique, les partenaires africains réévaluent leurs alliances. Le Mali, la Guinée et le Niger publient un communiqué commun évoquant la dignité comme paramètre économique. Ce langage inédit traduit une nouvelle grammaire diplomatique. La morale devient variable stratégique. À Addis Abeba, l'Union africaine inscrit le sujet à son agenda financier. Les chancelleries occidentales, elles, observent avec prudence, mais ne peuvent ignorer la cohésion régionale. Troisièmement, au niveau des individus, dans les rues de Ouagadougou, les témoignages s'accumulent. Une enseignante affirme enseigner désormais la souveraineté économique à ses élèves. Un soldat répète les mots du président comme un serment. Un commerçant note que, malgré la peur du manque, la fierté domine. Cette énergie symbolique se mesure en comportement. Hausse de participation aux programmes locaux, dont spontanés pour les coopératives, débat citoyen sur la dette. La dignité devient indicateur social. Quatrièmement, concernant la vitesse du changement, la diffusion de la parole de Ibrahim Traoré suit un schéma viral. Dans les 72 heures, 48% des foyers urbains d'Afrique de l'Ouest ont entendu la phrase selon l'Institut régional de médias. Le taux d'engagement en ligne atteint des niveaux comparables aux grandes campagnes présidentielles. Cet élan crée une fenêtre de 15 jours, pendant laquelle les institutions doivent réagir ou perdre l'initiative. Les analystes parlent déjà de « moment Sahel », équivalent financier des printemps politiques passés. Le concret, ici, dépasse la rhétorique. Production, diplomatie, citoyenneté et rythme de diffusion se combinent pour redessiner la carte du possible. Et si les chiffres restent incertains, la tendance est honnête. La dignité s'inscrit dans les statistiques. L'avenir n'est pas un bloc, mais un spectre. 3 trajectoires se dessinent pour 6 ou 12 mois, dépendant du degré de cohésion africaine et de la réaction des bailleurs. Dans le scénario de base, le FMI temporise, ajuste sa communication, mais ne modifie pas encore ses mécanismes. Le Burkina Faso maintient son cap tout en négociant discrètement des exemptions. Les taux d'intérêt augmentent légèrement, provoquant une inflation maîtrisable sous les 8%. Les flux d'aide se réduisent tandis de 10%, sans rupture dramatique. Le pays apprend à respirer dans un espace plus étroit, mais encore viable. Dans le scénario optimiste, l'Union africaine transforme la vague symbolique en initiative concrète. Un fonds de stabilisation alimenté par 10 États. Les prêts intra-africains, libellés en monnaie régionale, réduisent la dépendance au dollar. Les marchés s'ajustent et la perception de risque baisse. Les premières industries de transformation de l'or voient le jour, créant 30 000 emplois. Ibrahim Traoré devient le visage d'une politique concertée, inspirant une génération de dirigeants moins timorés. Dans le scénario pessimiste, les créanciers se ferment, les devises se raréfient, les importations de blé chutent de 20%. La pression sociale augmente, le discours nationaliste se durcit, les alliances régionales s'étiolent. Le FMI, acculé, suspend ses lignes d'urgence. La récession s'installe. Mais, même dans cette hypothèse, un fait demeure. La parole libérée ne se rature pas. Ces 3 sentiers résument le dilemme.
se plier pour survivre ou résister pour se redéfinir. Aucun n'est de garantie, tous sont plausibles, et l'issue dépendra moins des chiffres que de la constance morale. Si la dignité devient politique publique, le choc d'aujourd'hui pourrait devenir tremplin de demain. Les grands récits ne tiennent que s'ils descendent au niveau humain. Dans un quartier de Ouagadougou, une vendeuse de fruits se confie qu'elle n'a plus peur des coupures d'aide. Tant qu'on nous respecte, on tiendra. Son fils, étudiant en économie, relit le discours de Ibrahim Traoré comme on relit une constitution. Il y cherche moins un modèle qu'une permission d'espérer. Ce contraste résume le paradoxe africain. La pauvreté matérielle côtoie une richesse morale que nul prêt ne peut monnayer. Chez les enseignants, l'effet est similaire. Certains transforment le discours en exercice pédagogique, mesurer ce que signifie dépendance à travers un budget domestique. Les enfants comprennent. On ne dépense pas ce qu'on ne contrôle pas. Dans les casernes, les soldats commentent la scène new-yorkaise comme une victoire collective. Ils y voient la preuve qu'un uniforme peut aussi servir la dignité, et non seulement l'ordre. À l'étranger, les diasporas amplifient le message. Des collectifs afro-descendants lancent des campagnes de solidarité pour financer des bourses locales. L'émotion devient économie circulaire. Chaque don renforce l'idée que l'autonomie n'est pas isolement. L'audience, jusque-là spectatrice, devient actrice. Ce lien, tissé à distance, donne sens à la lutte, non pas contre le monde, mais pour exister dignement en son sein. Rien n'avance sans méthode. Les conseillers du Burkina Faso élaborent une séquence en 5 étapes, sobre mais mesurable. La première étape consiste à cartographier la dette réelle, identifier les flux entrants et sortants, distinguer la dette utile de la dette stérile. La deuxième étape vise à diversifier les partenaires, négocier des lignes de crédit en Asie, au Maghreb et en Amérique du Sud, pour réduire le risque géographique. La troisième étape est d'industrialiser à la source, créer 3 zones économiques spéciales orientées vers la transformation des ressources locales. La quatrième étape concerne la formation des élites techniques. D'ici 12 mois, 500 étudiants suivront un cursus de finances souveraines et avec appui universitaire régional. La 5e étape est de communiquer la transparence. Publier chaque trimestre un rapport citoyen sur l'usage des fonds publics. Cette méthode, défendue par Ibrahim Traoré, vise à ancrer la souveraineté dans la rigueur, non dans le verbe. La dignité devient protocole administratif, non simple bannière. Si le plan réussit, la confiance reviendra non par grâce extérieure, mais par cohérence interne. Et la population, témoin des résultats, transformera la rhétorique en certitude vécue. Le soir tombe sur Ouagadougou. Les peintures murales éclairées par des bougies mêlent 2 visages, Sankara et Traoré. 40 ans d'écart, un même souffle. Sur les murs, les enfants recopient la phrase devenue prière. « Nous ne devons rien ». Ibrahim Traoré observe ce mouvement sans triomphalisme. Il sait que chaque mot prononcé entraîne une dette invisible, celle des attentes. Mais il sait aussi que le silence pèse davantage. Les tambours résonnent comme un écho du passé et un battement d'ava-venir. L'Afrique n'a pas gagné la bataille économique, elle a regagné le droit de la mener. Et dans cette reconquête symbolique, un peuple entier retrouve son reflet. La dignité n'a pas de prix, dit une voix anonyme à la radio, comme pour sceller la promesse. Ce récit n'est pas clos. Il s'écrit chaque jour, dans les écoles, les marchés, les casernes. Si vous lisez ces lignes, vous en êtes déjà un fragment. Posez-vous la question, quelle part de dignité êtes-vous prêt à défendre sans chiffres, sans slogan, juste par cohérence? Le défi lancé par Ibrahim Traoré n'est pas un mythe. C'est une invitation à la vigilance. Car la liberté n'est pas un événement. C'est une discipline. Si ce sujet vous touche, partagez-le. Discutez-en, contredisez-le même, mais gardez-le vivant.
Les révolutions qui durent ne se hurlent pas. Elles s'expliquent, se corrigent, se transmettent. Et si un mot devait résumer cette histoire, ce serait celui qui unit les continents. Dignité. Écrivez-le quelque part, comme une balise, puis marchez. Le voyage ne fait que commencer.